Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la carte mentale qui porte sur le cervelet. Alors, voici la carte mentale en question, avec plusieurs branches. Nous allons nous intéresser d'abord à l'organisation du cervelet, à 3 cervelets fonctionnels qui vont pouvoir être identifiés. Nous allons également nous intéresser au rôle du cervelet dans les apprentissages et la mémoire, puis nous conclurons. Pour ce qui est de l'organisation du cervelet, son organisation macroscopique pour commencer, donc le cervelet correspond à une partie d'une des 5 vésicules, qui sont donc ces 5 vésicules, le télencéphale, le diencéphale, le mésencéphale, le métencéphale, puis le myélencéphale. Le cervelet correspond à une partie du métencéphale. Plus exactement, le cervelet correspond au toit du métencéphale, c'est-à-dire qu'il va constituer finalement le toit du ventricule qui se trouve à ce niveau-là, qui est le 4e ventricule. Le cervelet, il est relié donc au reste du système nerveux par 3 paires de pédoncules cérébelleux, qui correspondent donc à de la substance blanche. Il s'agit des pédoncules cérébelleux supérieurs, des pédoncules cérébelleux moyens et des pédoncules cérébelleux inférieurs. Ensuite, il existe au niveau du cervelet 2 zones qui correspondent à de la substance grise. On trouve une première région de substance grise en surface qui forme une sorte d'écorce au niveau du cervelet. Écorce, cortex, on appelle donc ça le cortex cérébelleux ou cortex du cervelet. Il y a également de la substance grise dans la profondeur du cervelet et on va identifier 3 paires de noyaux profonds qui vont se constituer, qui sont les suivants. Les noyaux fastigiaux, on dit fastigial donc au singulier. On va trouver également les noyaux interposés qui correspondent aux noyaux emboliformes et globuleux, et puis les noyaux dentelés. Leurs noms proviennent un peu de leur aspect et de leur position. Les noyaux fastigiaux forment un petit peu le sommet d'un toit, comme le faîte d'un toit. Les dentelés ont une allure un petit peu ondulante et les interposés s'interposent entre ces 2 noyaux. Concernant les divisions macroscopiques qu'on peut identifier au niveau du cervelet, eh bien on peut l'envisager selon un axe rostrocaudal pour commencer. Dans ce cas-là, on va identifier 3 lobes au niveau du cervelet qui correspondent à 3 régions du cervelet qui sont séparées par des sillons un petit peu plus profonds. Je ne l'ai pas spécifiquement noté, mais le cervelet, c'est une structure qui présente pas mal de replis, donc pas mal de sillons, et les sillons les plus profonds vont nous permettre donc de délimiter ces lobes. On distingue dans la région la plus rostrale un lobe qui est appelé le lobe antérieur, puis on distingue le lobe postérieur, et enfin, dans la position la plus caudale, le lobe dit floculo-nodulaire. D'autre part, on peut identifier également des divisions sur un axe médiolatéral, en particulier au niveau des lobes antérieurs et postérieurs, qu'on retrouve aussi sur le lobe floculonodulaire, mais on le laissera un petit peu de côté. Et donc pour ces divisions médiolatérales, on va identifier une région centrale qu'on appelle le vermis, donc qui est vraiment en position axiale. Et ce vermis, il constitue donc la partie axiale du cervelet, un petit peu comme le corps d'un papillon, qui correspond qui a une allure un peu de petit ver. C'est de là que vient le mot vermis. De part et d'autre du vermis, on va trouver les ailes du papillon qui correspondent en fait aux hémisphères cérébelleux, avec une portion des hémisphères cérébelleux qui est proche du vermis, qu'on peut appeler le paravermis, c'est aussi ce qu'on appelle la partie médiale ou intermédiaire des hémisphères cérébelleux, et puis la région latérale des hémisphères cérébelleux, vraiment de chaque côté. Alors on retrouve en réalité aussi ces régions au niveau du lobe floculonodulaire, à part que la région centrale à ce niveau-là, ça correspond aux nodules, et de chaque côté on a les flocules. Donc c'est pour ça que là on parlera globalement de lobe floculonodulaire, et les termes vermis, hémisphères cérébelleux, on va plus les utiliser pour les lobes antérieurs et postérieurs. Concernant les relations que le cervelet entretient avec les hémicorps, on peut dire qu'il entretient des relations plutôt ipsilatérales, c'est-à-dire que globalement, la partie droite du cervelet va entretenir des relations avec l'hémicorps droit et la partie gauche du cervelet des relations avec l'hémicorps gauche. Pour ce qui est de l'aspect microscopique du cervelet, on constate qu'il y a, alors en particulier là au niveau du cortex cérébelleux, 5 types cellulaires. L'organisation microscopique concerne plus spécifiquement le cortex cérébelleux. C'est ça que je détaille ici. Ces 5 types cellulaires sont les suivants. Il y a des cellules qu'on appelle, donc qui sont des neurones, qu'on appelle donc cellules étoilées, d'autres cellules à panier, des cellules qu'on appelle les cellules de Purkinje, des cellules appelées cellules de Golgi, et puis des cellules qu'on appelle les grains. Donc tout ça, ce sont des neurones.
neurones. Les 4 premiers types de cellules, ce sont des neurones inhibiteurs et les grains sont des neurones excitateurs. Donc les noms sont liés un peu à leur aspect, et puis pour les grains, ce qu'on appelle un grain, c'est un neurone qui est de petite taille. Ces 5 types cellulaires se répartissent en 3 couches au niveau du cortex, donc du cervelet. En surface, on identifie une première couche qui est la couche moléculaire. En dessous, la couche des cellules de Purkinje, et pour ce qui est de la couche la plus profonde, c'est la couche granulaire. Donc je vais commencer avec la couche des cellules de Purkinje. À ce niveau, on va trouver tous les somas des cellules de Purkinje. Dans la couche granulaire, comme son nom l'indique, on va trouver les grains, et puis on trouve aussi d'autres cellules qui sont les cellules de Golgi. Alors les grains et les cellules de Golgi avec d'autres entités vont constituer des structures qu'on appelle le glomérule, dont je ne parlerai pas ici. Et pour terminer, au niveau de la couche moléculaire, eh bien, on va trouver les dendrites des cellules de Purkinje qui vont former des espèces de panaches qui vont être contactés par les axones des grains. Ça veut dire que les grains, leur soma est dans la couche granulaire, mais leur axone va traverser la cellule de Purkinje, va se retrouver dans la couche moléculaire et va venir contacter les cellules de Purkinje. Ces axones des grains, on les appelle fibres parallèles parce qu'elles ont une disposition parallèle et elles ont un effet excitateur sur les cellules de Purkinje. Et puis d'autres cellules qu'on trouve dans la couche moléculaire, ce sont les cellules à panier et les cellules étoilées. Un autre élément à souligner concernant le cervelet, c'est ce qui concerne donc un peu ce que fait le cervelet. Pour savoir ce qu'il fait, on va s'intéresser aux informations qu'il reçoit et aux lieux vers lesquels il envoie les informations. Donc on va s'intéresser aux voies de communication qui existent entre le cervelet et le reste du système nerveux. Donc pour dire, on va commencer avec les voies de sortie en fait, du cervelet qui vont constituer ce qu'on appelle les fibres efférentes. La manière dont l'information peut quitter le cervelet, quand l'information est notamment au niveau du cortex cérébelleux, eh bien, c'est de passer par les axones des cellules de Purkinje. Les cellules de Purkinje représentent la voie de sortie pour les informations à partir du cortex cérébelleux. Donc, ce qu'on peut préciser ici, c'est que les cellules de Purkinje des lobes antérieurs et postérieurs vont avoir leur axone qui va donc quitter le cortex du cervelet, qui va effectuer un relais sur les noyaux profonds du cervelet, et à partir de là, les neurones des noyaux profonds du cervelet vont projeter en dehors du cervelet, donc sur des structures diverses et variées du système nerveux, donc globalement sur le reste du système nerveux. Pour les cellules de Purkinje du lobe floculonodulaire, donc là, leur axone va quitter donc le cortex du cervelet. Par contre, là, on n'a pas de relais qui va se faire sur les noyaux profonds du cervelet. Le relais va se faire directement en dehors du cervelet sur des noyaux qui sont les noyaux vestibulaires. Et de là, il va y avoir des projections ailleurs, donc globalement dans le reste du système nerveux. On verra quelle structure plus précisément. Pour ce qui est des voies d'entrée du cervelet, ça revient donc à détailler ce qui est afférent, donc on va parler des fibres afférentes. Classiquement, on les répartit en 3 ensembles. On va identifier les terminaisons monoaminergiques, les fibres grimpantes et les fibres moussues. Les terminaisons monoaminergiques, ce sont donc des terminaisons d'axones, des extrémités d'axones en fait, qui vont arriver sur les neurones du cervelet. Donc on peut se demander où sont les somas de ces neurones. Eh bien, ce sont des neurones qui sont situés dans différents endroits du tronc cérébral, TC pour tronc cérébral, et ces neurones vont libérer au niveau de leur terminaison axonique des monoamines. Et d'autre part, ces terminaisons monoaminergiques vont se faire un petit peu sur l'ensemble en fait, des neurones du cervelet. Et globalement, ces terminaisons monoaminergiques vont constituer un système d'éveil pour le cervelet. De façon assez schématique, on peut se dire que c'est un peu le bouton on-off. Donc les terminaisons monoaminergiques vont mettre le cervelet sur l'activité, enfin vont appuyer sur le bouton on en fait et mettre en marche en quelque sorte le cervelet. Autre type d'afférence, les fibres grimpantes. Les fibres grimpantes, elles proviennent, donc ce sont les axones de neurones situés dans les olives bulbaires inférieures, donc elles proviennent des olives bulbaires. Elles vont arriver au niveau du cervelet, elles vont contacter en particulier les neurones des noyaux profonds du cervelet ainsi que les cellules de Purkinje. Ces fibres grimpantes, elles vont constituer un système d'apprentissage et de mémorisation au niveau du cervelet, sur lequel on reviendra un petit peu plus loin. Ensuite, on identifie les fibres moussues. Les fibres moussues, elles proviennent de 2 structures qui sont soit la moelle épinière, soit le pont
le pont qu'on appelle aussi la protubérance, qui correspond au plancher du métencéphale. Les fibres moussues, donc quand elles proviennent de la moelle épinière, elles vont constituer des voies, des trajets finalement, qui ont un point de départ, un point d'arrivée, qui est point de départ, la moelle épinière, point d'arrivée, le cervelet, donc elles vont constituer des fibres ou des voies dites spino-cérébelleuses. Et les fibres moussues, qui ont pour origine des neurones situés au niveau du pont, eh bien, vont constituer des fibres ponto-cérébelleuses, ou on peut dire voies ponto-cérébelleuses. Ces fibres moussues, elles contactent là aussi plusieurs types de neurones au niveau du cervelet, notamment les neurones des noyaux profonds et aussi les grains qui se trouvent dans le cortex du cervelet. Ces fibres moussues, elles vont amener pas mal d'informations assez spécifiques au niveau du cervelet, parmi lesquelles on va avoir entre autres des informations sensorielles. C'est pour ça que dans une description très générale, on dit que les fibres moussues correspondent à un système afférent spécifique, parce que ce sont des informations spécifiques qui sont amenées au cervelet par ces fibres. Nous allons pouvoir maintenant nous intéresser aux 3 cervelets fonctionnels, c'est-à-dire 3 cervelets qui vont avoir des fonctions différentes, qui sont le cervelet vestibulaire, le spinal et le cérébral. Alors déjà, on peut commencer par cette remarque. Par rapport à ce qu'on vient de dire, finalement, on se rend compte que le cervelet en particulier le cortex du cervelet, présente en fait une organisation qui varie assez peu. En fait, il y a une très grande régularité structurale concernant l'organisation du cortex du cervelet, ce qui fait que comme ça, anatomiquement, qu'on soit sur une région ou une autre du cortex du cervelet, l'aspect est le même. Donc, d'un point de vue structural, on ne peut pas faire des délimitations au niveau du cervelet. Par contre, sur un plan fonctionnel, on va pouvoir subdiviser le cervelet donc en 3 régions fonctionnelles, qui sont les 3 cervelets que je viens de mentionner, le vestibulaire, le spinal et le cérébral. Comment faire ces subdivisions ? Eh bien, en s'intéressant à l'origine des afférences et à la destination des efférences. Effectivement, ce qui arrive et ce qui part ne va pas provenir du même endroit, ne va pas aller au même endroit, et c'est essentiellement par rapport à ces différences au niveau des origines et des destinations qu'on peut faire ces subdivisions en 3 cervelets fonctionnels. D'autre part, on peut aussi noter que ces afférences, par exemple on considère certaines fibres moussues qui ramènent des informations sensorielles, notamment des informations proprioceptives qui proviennent des différentes parties du corps, eh bien on va voir qu'elles ne vont pas aboutir exactement sur les mêmes régions du cervelet, ce qui fait qu'il existe une certaine somatotopie au niveau du cervelet. Donc il y a certaines régions du cervelet effectivement qui vont être plus concernées qui vont plutôt accueillir, on va dire, les informations proprioceptives, tandis que d'autres vont plutôt accueillir des informations visuelles, d'autres des informations visuelles, vestibulaires, et ainsi de suite. Alors, on va se pencher, pour commencer, sur le cervelet vestibulaire, mais on va à chaque fois traiter de la même manière chacun de ces cervelets, c'est-à-dire qu'on va évoquer donc la localisation de chacun de ces cervelets, voir quelles sont les informations qui arrivent, quelles sont les informations qui partent, qu'est-ce qui se passe quand il y a des lésions, et finalement conclure à chaque fois sur les rôles associés au cervelet en question. Le cervelet vestibulaire, il correspond à une région du cervelet qui est le lobe floculonodulaire. Donc ce cervelet, il reçoit un certain nombre d'afférences, notamment des afférences vestibulaires, alors qui ont un peu une double origine, c'est-à-dire qu'il y a des informations vestibulaires qui vont directement provenir des systèmes vestibulaires, puisqu'il y a des neurones sensoriels vestibulaires de premier ordre qui vont directement arriver au cervelet, et puis il y a aussi des informations vestibulaires qui vont d'abord transiter donc, depuis les systèmes vestibulaires vers les noyaux vestibulaires, et depuis les noyaux vestibulaires, des projections se font vers le cervelet, à travers des voies que nous avions évoquées dans le chapitre sur le système vestibulaire, qui sont les voies vestibulo-cérébelleuses. D'autre part, il y a aussi un certain nombre d'informations visuelles qui vont arriver au niveau de ce cervelet vestibulaire, qui proviennent de différents lieux, notamment les collicules supérieures, le cortex strié visuel. Alors par contre, ces informations ne viennent pas de façon directe de ces structures. Il y a un relais qui va se faire au niveau des noyaux du pont, et ce sont les noyaux du pont qui vont ensuite transmettre ces informations visuelles. Ça veut dire qu'on a là des fibres pontocérébelleuses, qui sont des fibres moussues, qui vont se constituer. Concernant les efférences du cervelet vestibulaire, eh bien, on l'a dit, le cervelet vestibulaire, donc c'est le lobe floculonodulaire. Les cellules de Purkinje, à ce niveau-là, au niveau du lobe floculonodulaire, vont avoir un axone qui va projeter vers les noyaux vestibulaires. Donc l'efférence se fait vers les noyaux vestibulaires.
Et de là, à partir des noyaux vestibulaires, on va avoir des projections qui vont se faire vers d'autres lieux, en particulier vers la moelle épinière. On a donc les voies vestibulo-spinales qui vont se constituer et on va aussi avoir des projections vers des noyaux oculaires, donc des voies vestibulo-oculaires qui vont se constituer. Alors, si on reprend un peu plus les choses en détail par rapport à ce qu'on avait pu évoquer dans le chapitre sur le système vestibulaire, puisqu'on a déjà parlé de ces voies. Donc, les voies vestibulo-spinales, elles se subdivisent en deux ensembles, les latérales et les médiales. Les voies vestibulo-spinales latérales, elles vont amener de l'information finalement vers des motoneurones qui vont relayer cette information vers les muscles de l'ensemble du corps, ce qui va permettre d'ajuster le tonus du corps et de jouer aussi sur l'équilibration du corps. Les voies vestibulo-spinales médiales, elles vont amener des informations finalement vers des muscles du cou et jouer du coup sur la position de la tête, et elles vont réguler donc le tonus dans cette musculature, mais aussi l'équilibration dans cette musculature du cou, donc finalement régler au final l'équilibration de la tête. Pour ce qui est des voies vestibulo-oculaires, on a dit donc là les projections se font vers des noyaux oculaires, c'est-à-dire les motoneurones qui vont transmettre des ordres aux muscles des yeux, donc les muscles qui orientent les globes oculaires, les muscles impliqués dans l'orientation du regard. Et donc ces voies, quand elles sont sollicitées, vont avoir un impact justement sur le regard. Donc c'est un moyen d'ajuster la position de l'œil, réaliser des ajustements oculaires et donc d'équilibrer le regard. Alors, ce qu'on peut dire ici, alors je n'ai pas remis le schéma que nous avons pu réaliser, mais globalement, si on remet toutes ces informations sous forme de schéma, on constate qu'il y a une espèce de voie qui se constitue entre les noyaux vestibulaires, le cervelet, et puis un retour vers les noyaux vestibulaires, puisqu'effectivement, les noyaux vestibulaires vont envoyer de l'information vers le cervelet, et en retour, le cervelet va projeter sur ces noyaux vestibulaires. Donc il va y avoir une circulation un peu dans cette boucle des informations qui va se faire, il va y avoir une intégration de ces informations, et puis derrière, quand l'information revient au noyau vestibulaire, eh bien, il y a possibilité d'ajuster ce que font donc les muscles du corps. Alors justement, qu'est-ce qui se passe quand il y a des lésions au niveau de ce cervelet vestibulaire ? Eh bien, quand il y a des lésions, finalement, c'est toute cette équilibration qu'on vient d'évoquer qui va être perturbée, aussi bien l'équilibration de l'ensemble du corps, donc ça va être plus difficile de maintenir l'équilibre, mais aussi une perturbation de l'équilibration des yeux, donc les mouvements oculaires vont être également perturbés. Donc si on conclut sur les rôles associés au cervelet vestibulaire, eh bien on peut dire que le cervelet vestibulaire, il va intégrer un certain nombre d'informations, il va notamment comparer des informations vestibulaires à des informations visuelles. Suite à ça, il va pouvoir moduler la motricité via le fait qu'effectivement il y a ces voies qui atteignent les motoneurones, qui sont donc les voies vestibulo-spinales, donc latérales et médiales, et puis les voies vestibulo-oculaires, entre autres. Donc, ce cervelet vestibulaire, il est impliqué dans l'équilibration du corps et puis l'équilibration du regard, de la tête. Il va aussi être concerné par le contrôle des mouvements conjugués de la tête et des yeux. Pour ce qui est du cervelet spinal, le cervelet spinal se localise au niveau de deux régions. La région axiale du cervelet au niveau des lobes antérieurs et postérieurs, donc le vermis, et puis la partie médiale des hémisphères cérébelleux, cette région qui est collée au vermis, à côté du vermis, qu'on appelle le paravermis. Quelles sont les afférences du cervelet spinal ? Le cervelet spinal, il reçoit donc des fibres moussues. Certaines proviennent du pont, d'autres de la moelle épinière. Donc les fibres moussues qui proviennent du pont vont constituer des voies ou fibres pontocérébelleuses. Les fibres moussues qui proviennent de la moelle épinière vont constituer des voies ou fibres spinocérébelleuses. Alors les voies pontocérébelleuses vont en particulier amener vers ce cervelet spinal des informations d'ordre visuel, d'ordre auditif, d'ordre vestibulaire, tandis que les voies spinocérébelleuses, elles vont ramener des informations proprioceptives. Alors pas que, mais entre autres, c'est-à-dire qu'on a en tout 4 voies qui sont donc pour 2 de ces voies, les voies cunéocérébelleuses et les voies spinocérébelleuses dorsales, ce sont des voies qui ramènent des informations proprioceptives qui proviennent soit des membres supérieurs et donc de la partie supérieure du corps pour les cunéocérébelleuses, soit des membres inférieurs et de la partie inférieure du corps pour les voies spinocérébelleuses dorsales. Ensuite, on a un autre ensemble de 2 voies qui sont les voies spinocérébelleuses rostrales et ventrales
qui elles aussi vont ramener des informations proprioceptives, mais elles vont aussi amener un autre signal qu'on va appeler la décharge corollaire. Je vais revenir dans un instant sur ce qu'est ces signaux. Donc ces voies vont ramener ces informations. Pour la spinocérébelleuse rostrale, ce sont des informations qui concernent le membre supérieur et globalement la partie supérieure du corps. Pour la voie spinocérébelleuse ventrale, ce sont des informations qui concernent les membres inférieurs et la partie inférieure du corps. Alors qu'est-ce que c'est que la décharge corollaire? Pour comprendre ce que c'est, on peut faire l'expérience suivante. On place des électrodes d'enregistrement sur ces différentes voies et puis on enregistre ce qui se passe quand un animal marche. Ce que l'on constate, c'est que sur ce premier ensemble de voies, quand l'animal marche et qu'il est intact, on va enregistrer des signaux dans ces voies. Si on réalise une déafférentation de l'animal, c'est-à-dire si on sectionne les racines dorsales dans lesquelles cheminent les neurones sensoriels de premier ordre, c'est-à-dire c'est la voie de passage pour les informations proprioceptives, eh bien, il n'y a plus de signaux qui transitent dans ces voies. On n'enregistre plus rien. Tout simplement parce que, on peut en conclure, plus exactement, que ces voies vont relayer les informations proprioceptives. En gros, si on coupe la source des informations, les informations proprioceptives n'arrivent plus, eh bien, il n'y a plus de signaux qui circulent dans ces voies. Donc, on peut se dire que ces voies transportent que des informations proprioceptives. Si maintenant on s'intéresse à ce deuxième lot de voies, si on enregistre l'activité dans ces voies chez un animal intact, on va détecter la présence de signaux. Si on réalise une déafférentation, eh bien, on constate que les signaux changent, mais il y a toujours des signaux qui sont présents. Ce qui veut dire que finalement, ces voies, elles vont transporter à la fois des informations proprioceptives, puisque les signaux vont être différents quand la déafférentation est faite, mais alors qu'une déafférentation est réalisée, eh bien, il y a toujours des signaux qui circulent dans ces voies. Ça signifie que il y a d'autres signaux qui sont probablement générés en interne qui vont circuler dans ces voies. Et il se trouve que ces signaux correspondent donc à ce qui est parfois appelé une décharge corollaire, et ces signaux correspondent à des copies des programmes moteurs. Ça veut dire que ces voies vont réceptionner les fibres descendantes, c'est-à-dire les voies motrices en fait, qui amènent les informations vers les motoneurones, vont détacher des collatérales, donc des ramifications, qui vont aller contacter les neurones à l'origine de ces voies, et ces neurones vont du coup remonter vers le cervelet les programmes moteurs, ce qui fait que le cervelet va être au courant des programmes moteurs qui sont souhaités par le cortex moteur, et en même temps, le cervelet va connaître, via les informations proprioceptives, la manière dont le corps a réalisé les programmes moteurs. Alors ça, on va y revenir. Déjà, si on continue dans la description, on va dire un mot sur, à présent, les efférences. Où est-ce que les informations vont être envoyées par le cervelet spinal? Alors, on a parlé de deux régions au niveau de ce cervelet spinal, le vermis et le paravermis. Globalement, les cellules de Purkinje du vermis vont projeter vers les neurones des noyaux fastigiaux, tandis que les cellules de Purkinje du paravermis vont projeter vers les neurones des noyaux interposés. À partir de ces deux noyaux, on a différentes projections qui vont se faire. Les noyaux fastigiaux vont projeter vers la formation réticulée, les noyaux vestibulaires, et puis l'ensemble thalamus puis cortex moteur. Et il se trouve que là, ce sont des structures à partir desquelles on a des voies motrices. On retrouve les voies réticulospinales, les voies vestibulospinales et les voies corticospinales. Donc, on est là sur des voies motrices, ça veut dire que des motoneurones vont finalement être atteints, vont être modulés dans leur activité. À partir des noyaux interposés, c'est globalement la même remarque qu'on peut faire. Les noyaux interposés vont projeter sur des structures, donc le noyau rouge ou rubrum, et puis via le thalamus, donc le cortex moteur. Là aussi, c'est toujours deux structures à partir desquelles on a des voies motrices, les voies rubrospinales et les voies corticospinales. Ça veut dire que finalement, les efférences de ce cervelet spinal vont pouvoir moduler les informations qui circulent dans les voies de la motricité, vont pouvoir moduler l'activité des motoneurones et finalement moduler ce que font les muscles. Alors, que se passe-t-il quand des lésions existent au niveau du cervelet spinal? Les lésions qui intéressent le vermis ou le noyau fastigial vont plutôt se caractériser par des problèmes posturaux, en lien avec le fait que ça correspond donc à des régions, le vermis, le noyau fastigial, qui vont plutôt s'occuper de la régulation de l'activité de la musculature axiale et proximale.
Quand il y a des lésions, on peut observer donc une altération du tonus musculaire qui va en général plutôt dans le sens d'une hypotonie. On peut observer des difficultés à maintenir l'équilibre avec la personne qui peut présenter des titubations. Et puis on peut aussi observer des tremblements du tronc quand la personne est en action, c'est-à-dire quand elle essaye de maintenir justement sa posture. Quand les lésions intéressent plus spécifiquement le paravermis ou le noyau interposé, dans ce cas-là, ce sont plutôt les mouvements des extrémités, globalement des membres en fait, qui vont être perturbés. On peut observer des troubles de type ataxie. L'ataxie, c'est une perte d'ordre dans la manière dont les muscles vont se coordonner. Il va y avoir une mauvaise coordination en fait dans l'ordre d'entrée en action des muscles, donc des mouvements qui de ce fait vont être perturbés. On va avoir des problèmes de dysmétrie. La dysmétrie, c'est un problème dans la mesure. Si on demande à la personne de toucher avec son index le bout de son nez, eh bien la personne va soit s'arrêter avant, soit au contraire dépasser la cible, dépasser le nez. Donc il y a un problème effectivement dans la mesure. Et là aussi, on peut observer des tremblements alors que la personne réalise des actions et des tremblements qui vont plus spécifiquement donc intéresser les membres. Donc si on conclut assez globalement sur les rôles associés à ce cervelet spinal, eh bien ce que fait ce cervelet spinal, c'est qu'il compare. Il va comparer une information qui est amenée justement par cette fameuse décharge corollaire. Il a à sa disposition des copies des programmes moteurs. Il sait ce que le cortex moteur a demandé aux motoneurones. Et en plus de ça, il va, via les feedbacks sensoriels, via notamment les informations proprioceptives, mais aussi via les informations visuelles, vestibulaires, etc., il va savoir ce qu'a fait le corps, comment est-ce qu'il a réalisé le mouvement. Et il va pouvoir se poser la question, est-ce que ce qui a été fait, ça correspond bien à ce qui a été demandé, est-ce que c'est conforme ou pas conforme? Si c'est conforme, très bien, il n'a rien à faire. Si c'est pas conforme, par contre, il va pouvoir corriger le tir, c'est-à-dire qu'il va pouvoir jouer sur l'activité des motoneurones via l'ensemble de ces voies. Il va moduler donc cette motricité donc via ces voies que j'ai renotées donc ici, réticulospinale, vestibulospinale, rubrospinale ou encore corticospinale, aussi bien latérale que ventrale. Donc pour conclure tout à fait sur ce cervelet spinal, on peut dire que c'est une structure qui va superviser, qui va ajuster, qui va réguler en fait la posture et le mouvement au moment où ces activités motrices se réalisent. Donc c'est une régulation en cours d'exécution motrice. Intéressons-nous maintenant au cervelet cérébral. Il correspond, sa localisation est la suivante, il correspond en fait à la partie latérale des hémisphères cérébelleux. Ce cervelet cérébral, son nom l'indique, il est assez intime avec le cortex cérébral et effectivement, il va recevoir des informations de la part du cortex cérébral. Ce ne sont pas des informations qui arrivent directement du cortex sur le cervelet, il y a un transit qui se fait via les noyaux du pont, si bien que ce sont des fibres ou voies pontocérébelleuses qui vont être constituées par ces projections. C'est ce qu'on appelle aussi des fibres moussues. Pour ce qui est donc des efférences, eh bien, ce cervelet cérébral va projeter, donc les cellules de Purkinje, plus exactement du cervelet cérébral, vont projeter sur les noyaux dentelés, et à partir de là, il va y avoir une projection d'abord sur le thalamus, puis ensuite sur le cortex cérébral, plutôt dans les régions frontales concernées par la motricité. Ça veut dire qu'on a à nouveau une boucle qui se constitue, qui est la boucle, une boucle qu'on peut appeler cortico-cérébello-corticale. On part du cortex cérébral, on va vers le cortex du cervelet et on retourne vers le cortex cérébral. C'est aussi une boucle qu'on peut appeler boucle cérébro-cérébello-cérébrale. Toujours avec du fait des mêmes raisons, soit on utilise le mot cortex, donc cortico, ou cérébral, cérébro, pour nommer cette voie. Alors, que se passe-t-il quand il y a une lésion au niveau du cervelet cérébral? Eh bien, ça va se traduire par des troubles à nouveau dans le mouvement, notamment l'initiation du mouvement qui va être un peu retardé. Il va y avoir plus de délai dans l'initiation du mouvement. Il va y avoir pas mal d'irrégularités aussi dans les mouvements qui vont avoir tendance à être un peu décomposés, ces mouvements, donc une irrégularité, on va dire, dans le timing de l'activité des muscles finalement, et on retrouve aussi des tremblements qui vont se produire quand les mouvements sont réalisés.
Quel est le rôle de ce cervelet cérébral? Eh bien, en fait, ce cervelet cérébral, alors j'ajoute une information que je n'ai pas notée, on sait aussi qu'il est actif avant que les mouvements ne se produisent. Donc, en fait, ça nous aiguille pour conclure sur ces fonctions à ce cervelet cérébral. En fait, ce cervelet cérébral, il va comparer finalement deux choses. Qu'on soit sur l'un ou l'autre de ces cervelets, on est à chaque fois sur l'idée qu'on est sur une structure qui fait de la comparaison. Donc là, le cervelet cérébral, il va comparer des éléments moteurs, plus exactement les programmes moteurs qui sont envisagés par le cortex cérébral. Le cortex cérébral envoie ces programmes moteurs au cervelet. Le cervelet va regarder un petit peu ces programmes moteurs. Il va voir si ils sont pertinents ou pas, s'ils sont bien ficelés ou pas. Comment il fait? En fait, parce qu'il a déjà en stock des programmes moteurs, il a déjà réalisé des corrections de programmes moteurs, donc il se base un peu sur des corrections qu'il a pu réaliser, et puis il va ajuster. Donc en gros, il va moduler le programme moteur avant qu'il ne soit réalisé, et il va notamment pas mal jouer sur des ajustements spatio-temporels concernant ces programmes moteurs. Je l'ai pas forcément là souligné, mais le cervelet, donc quand il y a une lésion, on vient de le voir là en présentant ces trois cervelets fonctionnels, quand il y a une lésion du cervelet, ça ne paralyse pas, ça n'entrave pas de façon définitive la motricité. Par contre, ça va perturber la motricité parce que le cervelet va contribuer à réguler toute cette motricité. Via différentes boucles, donc si je reprends les boucles, la boucle cortico, donc cérébello-corticale pour le cervelet cérébral, une autre boucle, je crois que j'avais oublié de la mentionner, donc pour le cervelet spinal, c'est la boucle spino-cérébello-spinale, et puis la première boucle, on avait mentionné la boucle vestibulo-cérébello-vestibulaire. Alors, je viens d'évoquer le fait que, en fait, donc le cervelet, il compare, ensuite il régule, donc ça veut dire qu'il fait des corrections, et il peut s'appuyer sur des corrections qu'il a déjà faites dans le passé. Parce que justement, le cervelet va pouvoir apprendre et mémoriser ces corrections. Donc, on retrouve ici ce que je viens d'évoquer. Le cervelet, il fait des comparaisons. Ensuite, si nécessaire, il fait des corrections motrices. Et si les corrections motrices s'avèrent efficaces, il mémorise ces corrections qu'il a réalisées. Alors, il y a tout un circuit qui va permettre au cervelet de conserver en stock, en fait, ces corrections. C'est un circuit qui part du cervelet. À partir de là, il y a des projections qui vont se faire sur le noyau rouge ou le rubrum, une région du noyau rouge qui est différente de la région du noyau rouge à partir de laquelle on a les voies de la motricité qui se constituent. C'est-à-dire que ce n'est pas le noyau rouge à partir duquel on a les voies rubrospinales qui se constituent. C'est une autre partie du noyau rouge qui est pas mal développée chez l'humain, qu'on appelle le néorubrum, dans laquelle les neurones sont de petite taille, on les appelle parvocellulaires. Donc le cervelet projette sur ce noyau rouge, le noyau rouge projette sur les neurones des olives bulbaires inférieures, et les olives bulbaires inférieures, des neurones des olives bulbaires inférieures, vont projeter en retour sur le cervelet. Ces fibres qui projettent en retour, on les appelle les fibres grimpantes, et c'est elles qui vont constituer un système de validation des corrections qui sont faites par le cervelet. Donc en fait, ce qui va être validé, ce sont les corrections qui ont été efficaces. Alors comment ça se fait? Ça va se faire via un mécanisme qu'on appelle la DLT. DLT, ça veut dire dépression à long terme. C'est un mécanisme donc qui survient à l'échelle cellulaire, au niveau des synapses, et qui va modifier en fait l'activité des synapses. Donc un point qui sera redéveloppé dans la partie du cours qui concerne justement les apprentissages et la mémoire. Pour conclure donc sur le cervelet, on peut dire que le cervelet, c'est donc un comparateur. Il est intégré donc dans des boucles. Comme il compare, il va pouvoir aussi réguler, donc il va corriger. Il corrige soit le mouvement au moment où il se fait, soit il peut corriger les mouvements en amont avant qu'ils ne se réalisent en jouant sur les programmes moteurs. Et il est capable d'apprendre, ce cervelet, et de mémoriser les corrections efficaces qu'il a réalisées. Donc il est impliqué dans les apprentissages moteurs et la mémorisation. Tout ce qu'on a évoqué ici dans ce cours, ça correspond aux fonctions motrices. Le cervelet, si on veut le dire très très simplement, on va se dire que le cervelet c'est un régulateur de la motricité, mais en fait pas que. C'est-à-dire que le cervelet va très probablement
réaliser le même type de correction sur d'autres fonctions qui sont des fonctions cognitives, émotionnelles ou encore langagières. Donc le cervelet est concerné par la motricité, mais pas que la motricité, aussi toutes ces fonctions cognitives, émotionnelles, langagières, comme je viens de l'évoquer. Voilà, nous avons fini avec cette carte mentale sur le cervelet. Je vous dis à bientôt pour une autre carte mentale.